Salut les ostéopadawan. Imagine-toi étudiant, se devant d'être autonome et réflexif, et en même temps obéir à des contraintes infantilisantes. Tu vois le dilemme. Imagine-toi diplômé, se devant de rendre tes patients autonomes, et en même temps placer des rendez-vous systématiques pour remplir ton agenda. On te demande d'innover dans la rédaction de ton mémoire, de ne pas être trop scolaire, d'être créatif, mais tu te fais allumer parce qu'en même temps, tu n'as pas respecté les consignes, donc tu es resté trop scolaire. Tu as déjà entendu ce «en même temps» depuis quelque temps et tu vois bien que ça peut te mettre dans des situations de malaise ou de sidération. Tu ne sais pas quoi faire, tu hésites, ça ralentit ton choix judicieux. Ça porte un nom, c'est la double contrainte. Dans bien d'autres situations, la double contrainte, elle est présente en famille, en couple, en entreprise, ou même parfois, elle devient institutionnelle. On va voir ça en détail tout de suite. Bon visionnage. Comment se fait-on piéger dans une relation? Comment se sent-on mal sans forcément identifier les raisons de ce malaise? C'est le problème de la double contrainte que je vais vous exposer ici. Tu reçois une information de faire quelque chose qui est rendu impossible par l'instruction elle-même. Sois spontané, bordel. Comment veux-tu l'être si c'est une injonction obligatoire? C'est contradictoire. Être spontané implique de la liberté sans contrainte, ni planification préalable. Il s'agit de deux contraintes à la fois obligatoires et mutuellement exclusives, impossibles à satisfaire. Alors dans la définition, qu'est-ce que c'est? En fait, la double contrainte, qu'est-ce que c'est? C'est une situation dans laquelle un individu reçoit une série d'injonctions paradoxales qui se contredisent mutuellement. Ces injonctions sont assorties implicitement d'une menace de sanction. L'individu est mis dans l'impossibilité de sortir du cadre fixé et de satisfaire simultanément plusieurs injonctions contradictoires. La double contrainte ou double lien, le double bind, rassemble classiquement les caractéristiques suivantes. Au moins deux personnes, dont une est censée être la victime, une expérience qui se répète, une injonction primaire, en général verbale, avec une menace de punition affective, une injonction secondaire qui va contrecarrer la précédente à un niveau d'abstraction plus élevé, et une injonction tertiaire interdisant à la victime de solutionner le problème et rendant foreclose tout échappatoire logique à la victime. L'individu apprend à interagir avec son univers à travers les schémas de double contrainte. Alors ça vient d'où? Quel est l'historique? Cette notion a pour origine les travaux de Batson, qui est anthropologue, Haley, qui était dans la communication sociale, Jackson, psychiatre, et Wickland, aussi un anthropologue, dans les années 50. Ce groupe de chercheurs, qui pour la plupart n'étaient pas psychiatres, ont reçu une bourse de la fondation Macy's pour des travaux sur la communication dans les familles, dont un des membres est schizophrène. C'est-à-dire sur des systèmes clos sur eux-mêmes, caractérisés par un fonctionnement cybernétique homéostasique. Salvador Minuchin, à l'opposé, a exploré le système ouvert des adolescents délinquants issus des familles désinsérées, en situation financière particulièrement précaire et socialement exclue. Ils ont examiné plusieurs formes d'échanges, dans le langage verbal et non verbal, de paradoxes et de différents niveaux logiques, qui sont issus sur les types logiques de la théorie de Russell. Ils ont élaboré les bases de la métacommunication, en gros la communication sur la communication, et le concept de double contrainte ou double lien, le double bind. La communication est un tout intégré au tissu social et familial, c'est une sorte de support relationnel. En 1958, il crée le MRI, le Mental Research Institute, à Palo Alto, en Californie, qui va combiner recherche théorique et pratique, enseignement et centre de soins. Milton Erickson les rejoindra plus tard avec son approche de l'hypnose pour devenir le centre de thérapie brève, présenté plus tard comme en opposition au courant psychanalytique de la côte Est. En gros, les thérapies brèves sont nées. Évidemment, on peut faire des oppositions modèles. Donc Selvini écrit sans complaisance que ce n'est pas un hasard si la théorie du double lien fut élaborée avant que ne soit entreprise une pratique de recherche clinique systématique. La théorie du double lien fut en effet le fruit d'une spéculation de type essentiellement déductif, œuvre d'un groupe d'experts, spécialistes de branches très diverses des sciences du comportement. Quand une fois terminée la période de pure élaboration conceptuelle vers 1959, le groupe se pose le problème des applications plus spécifiques
du modèle théorique à la famille et à la clinique, les limites du modèle communicationnel apparurent clairement. Don Jackson dira plus tard, le premier article publié sur la question ne faisait pas assez ressortir le fait que la relation dite de double contrainte ne supporte ni tyran ni victime, mais plutôt deux tyrans-victimes. Cela va de soi si l'on considère qu'il est impossible de répondre à une double contrainte, sinon par un message aussi paradoxal, voire plus, et que donc, si aucune des parties n'échappe à cette relation, on doit s'attendre à ce que celle-ci se perpétue jusqu'à ce qu'il ne soit même plus question de savoir comment tout avait commencé. Bien évidemment, aujourd'hui, la schizophrénie est bien plus complexe qu'une perturbation des interactions seules. Alors, dans quelle sphère de notre vie la double contrainte se manifeste-t-elle ? Comment comprendre et s'en libérer ? Donc, dans le couple et la famille. Donc, il existe dans un couple ou en famille des dilemmes dans lesquels le sujet est confronté à deux tensions psychologiques, deux choix ou désirs qui sont opposés. Rester ou quitter, aimer ou fidélité, aimer ou détester, les deux messages sont sur le même plan, mais sont contradictoires. Dans la double contrainte, les deux messages ne sont pas dans le même plan de la communication. Elle est présente lorsque le message verbal n'est pas en adéquation avec le non-verbal. Si une mère gronde son enfant en même temps qu'elle lui sourit affectueusement, il reçoit deux messages conjoints contradictoires et non congruents sur deux plans différents, deux niveaux logiques différents, l'un verbal et l'autre non-verbal, ce qu'on appelle analogique. En gros, je te fais un sourire, mais je vais t'ouvrir. Ce qui lui fait vivre une opposition déconcertante, cynique, malaisante et déroutante. Il reçoit deux injonctions comportementales paradoxales d'une personne dont il est dépendant, auquel il doit répondre. S'ensuit confusion, désordre des idées et des affects. Un enfant n'a pas le recul suffisant pour exprimer son ressenti, son positionnement, et dans le cadre de ces actions répétées, cela va accentuer l'ambiguïté de la relation, induisant un comportement similaire en retour, sans se positionner clairement. Affirmer quelque chose et son contraire, donc dans le verbal, désobéir et obéir en même temps, dans le comportemental, il existe une désynchronisation verbale-non-verbale. Bien souvent, le message verbal dit quelque chose et le message non-verbal dit l'inverse. Tu as besoin d'exprimer ton stress, tes émotions, et on te le dit, pour communiquer avec les membres de ta famille, mais ce n'est pas convenable selon ta famille, les loyautés familiales que tu es censé respecter. Ça ne se fait pas, tu es complètement folle de crier comme ça, etc. Tu nous fatigues. Tu es coupable d'être trop démonstratif, violent, exubérant. En gros, tu renonces à tes besoins et à la communication pour satisfaire la communication de ta famille. Exprime-toi, mais ne t'exprime pas, en tout cas pas trop fort. Associer l'injonction à une punition, et la punition pouvant être implicite, telle que le retrait de l'affection ou bien l'expression de l'hostilité. Les exemples, il y en a plein. Maman incite sa fille à exprimer ses émotions et ses opinions afin d'éviter d'être une femme soumise, mais elle se voit reprocher et culpabiliser de le faire avec sa propre mère. La mère reproche à son fils de 18 ans de passer ses journées à jouer à la console, et lorsqu'il trouve un job pour payer ses études, elle lui reproche de l'abandonner et de la laisser seule à la maison. Vu ton comportement, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Puis, plus tard, mais on s'en fiche de ce que pensent les autres. Baisse les yeux quand je te parle, et après, regarde-moi quand je te parle. Reste toi-même, et quand tu es toi-même, j'aime pas ta façon de réagir, et lorsque tu changes tes réactions, c'est « tu n'es plus toi-même, tu ne penses pas à toi », tu t'oublies en essayant d'être trop impliqué. En couple, ça existe aussi. Par exemple, le mari qui est très pris dans ses activités professionnelles et sa femme est souvent seule avec les enfants pour leur activité. Son mari lui demande d'être plus autonome sans compter autant sur lui, mais c'est le premier à gueuler s'il n'est pas inclus dans les décisions et les activités familiales. Donc la double contrainte, c'est à la fois être autonome et inclure le mari dans les décisions et les activités familiales pour qu'il ne se sente pas exclu. Tu ne m'offres jamais de fleurs. Ça, c'est la prescription. Mais elle te reproche de ne jamais être spontané. Tu lui offres des fleurs, tu n'es pas spontané car c'est prescrit. Heureusement que je te l'ai demandé. Si tu en offres pas, tu manques d'attention et d'écoute. C'est sa demande. Donc, quelle que soit l'action et ta décision, tu es perdant et fautif. La femme achète 2 cravates à son mari. Il lui demande laquelle mettre lors d'une occasion spéciale et importante. Elle donne son avis et sa préférence pour l'une. Il s'exécute et va se voir reprocher le jour J. Tu aurais dû mettre l'autre. Tu n'aimes pas l'autre ? Tu n'aimes pas ce que je t'offre ? La femme reproche à son mari de ne pas contribuer aux tâches ménagères et lorsqu'il le fait, elle lui reproche de trop s'immiscer dans les affaires de la maison
ou de ne pas faire correctement. Moni El-Kaïm a proposé un modèle dans lequel chaque personne émet des messages provoquant une double contrainte de part et d'autre. On appelle ça la double contrainte réciproque. Dans son ouvrage « Si tu m'aimes, ne m'aime pas », il écrit « Une personne demande à une autre quelque chose qu'à la fois elle souhaite et ne parvient pas à croire possible ». Il parle de notions de construction du monde, de carte du monde et de territoire, et de notions de programme officiel. Donc face à des événements et de nos relations aux autres, nous avons des représentations de nos territoires, qu'ils soient affectifs, relationnels, psychiques, qui correspondent à notre façon de penser, de réagir, d'interpréter les situations vécues. La construction du monde, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des systèmes de représentation d'une personne qui agit comme un prisme, un filtre, à travers lequel elle va percevoir et interpréter son environnement. Ce filtre, il est construit et fonction du vécu, de son environnement familial, culturel, religieux, sociétal. Il constitue un système de croyances, parfois erronées, évidemment, qui vont aider à construire son identité, qu'elle soit personnelle, familiale ou culturelle. Vous imaginez bien que la construction du monde et ses représentations sont bien différentes entre un aborigène australien et un citadin européen. Le programme officiel est la demande précise, c'est-à-dire l'injonction, la demande explicite que je vais faire à l'autre. Moni El-Kaïm, dans son livre « Donc si tu m'aimes, ne m'aime pas », décrit l'exemple d'un couple dans lequel la demande explicite est « aime-moi », mais la personne ayant vécu un traumatisme d'abandon dans son enfance, elle émet un deuxième message concomitant « ne m'aime pas ». Dans sa construction du monde, l'abandon est inévitable, toujours redondant, vu son passif relationnel traumatique. D'où le titre « Si tu m'aimes, ne m'aime pas ». Si tu m'aimes, ne me mets pas en danger, respecte et ne bouscule pas ma construction du monde et ma stratégie de défense. La demande implicite est donc opposée et contradictoire, d'où la double contrainte. La réponse de l'autre va être paradoxale, car il ne peut pas répondre de façon adéquate aux deux injonctions opposées. Pour que cette relation dure, il faut de la réciprocité, que l'autre en face ait un intérêt à poursuivre la relation malgré la double contrainte, que ces doubles contraintes fassent écho à ses représentations, à sa construction du monde, ici en l'occurrence la peur d'être rejeté. Dans ce couple, ils ont chacun leur programme officiel, l'un d'être reconnu, l'autre que le conjoint soit plus proche. Et leur construction du monde, qui est, pour l'un, l'abandon est inévitable, pour l'autre, d'être rejeté systématiquement. Leurs programmes officiels sont en contradiction avec leur construction du monde. Chaque comportement de l'un peut correspondre à la construction du monde ou au programme officiel de l'autre, mais pas au programme officiel ou à la construction du monde. Donc juger sur le comportement sans comprendre et analyser les demandes explicites et implicites induit en erreur. Et en entreprise, ça donne quoi ? Par exemple, sois créatif, innovant et prends des risques, mais attention de ne pas faire d'erreur, car tu seras responsable des risques que tu as fait prendre à la boîte. Cela crée une tension permanente dans ton esprit, où à la fois tu as une injonction de penser out of the box, mais de respecter les directives, les règles de conformité de la société. Donc tu dois créer un tsunami, mais sans faire de vagues. Ça peut même être pire et concerner non plus un relationnel entre deux personnes, mais toute une stratégie d'entreprise. C'est un paradoxe organisationnel. C'est la présence simultanée de deux éléments logiquement opposés mais interdépendants qui existent et persistent en raison de cette même interdépendance. La boîte fonctionne ainsi avec des exigences, besoins et objectifs contradictoires et opposés. Les exemples sont nombreux. Faire plus avec moins. Être autonome et créatif, agile, mais ne pas transgresser les règles. Promouvoir la transparence, mais restreindre l'accès aux informations. Accepter ses erreurs, mais être puni pour celles-ci. Promouvoir les actions à long terme, mais privilégier les résultats à court terme. Promouvoir le travail d'équipe, mais récompenser le travail individuel. Promouvoir la coopération, mais créer de la compétition entre les membres de l'équipe. L'organisation paradoxale est issue de la pratique managériale toxique, des modes de communication mal définis, de la culture d'entreprise. Il y a une structure verticale stricte, des conflits de pouvoir, des rôles ambigus, des responsabilités peu déléguées, non assumées et affirmées, de la communication managériale toxique et dégradée, de l'absence de vision claire et partagée, des modifications organisationnelles changeantes, subtiles et non discutées, d'un travail opératoire et sous pression, sans vision.
Alors dans la société, ça donne quoi? La société, soi-disant moderne, concentre des contradictions évidentes. La culture de la performance et de l'excellence se combine avec les cultures d'être soi-même. Chacun est renvoyé à sa propre responsabilité et culpabilité en cas d'échec ou de succès, comme s'il dépendait de ses qualités propres, de sa volonté, de sa ténacité ou de son comportement. Easy, dira-t-on, même si c'est con. On devrait dire quand on peut, on veut, plutôt que quand on veut, on peut. C'est oublier d'où l'on vient, ignorer les forces ou les faiblesses de ses apprentissages, de son environnement culturel et familial. À ce sujet, je vous conseille une petite vidéo de Sama Karaki. L'échec n'est pas le fruit de ton insuffisance mentale, sociale, comportementale, mais peut-être d'exigences ou de contraintes sociales élevées, voire irréalisables. Récemment, on découvre, au dire des politiques, que le chômeur est responsable de lui-même, de son échec à trouver du travail, de son chômage et du chômage en lui-même. Ce ne sont plus les problèmes économiques qui perturbent le monde du travail, l'employabilité et créent le chômage, ce sont les chômeurs fainéants, qui ne font rien, et feignants, d'actions de feindre, roublards et flemmards, qui sont responsables du contexte économique. Le chômage passe ainsi d'un problème économique à un problème psychologique. Le problème vient de ceux qui se rendraient inemployables par volonté futile. L'inversion de la culpabilité est nette. Le paradoxe est acté, assumé de la part de nos gouvernants. La fragilité de la populace est mise en avant par les élites zélées et adoubées, parfois d'une nullité crasse. La psychologisation des problèmes liés à des désorganisations économiques et sociales est en marche. L'anxiété, la dépression, l'hyperactivité, le stress, l'épuisement professionnel, tous ces symptômes sont considérés comme des troubles mentaux, comme des dysfonctionnements neurobiologiques, et non comme des états propres à certaines conditions de vie ou à certaines formes d'organisation du travail. La transformation des conflits existentiels en troubles mentaux conduit à une forme de violence interprétative qui fige les conflits en les enfermant dans un diagnostic et un protocole de soins. À partir du moment où une causalité neurologique, biologique ou psychique est énoncée, le sujet est comme dépossédé de sa capacité à produire du sens. La névrose de classe n'est pas une pathologie, c'est un conflit d'identité vécu par les personnes qui changent de position sociale. Dans ce conflit, les sentiments de haine, d'envie, de honte et de culpabilité sont étayés sur des processus sociaux d'humiliation, d'invalidation, de disqualification, liés à des habitus déchirés, comme dirait Bourdieu, des conflits de loyauté, des rapports de pouvoir et de domination. Pour desserrer les fils de ce nœud, il convient de comprendre l'intrication entre les processus psychiques et les processus sociaux. C'est parce qu'il investit psychiquement l'organisation que l'employé devient lui-même produit et producteur de ce nœud. L'investissement psychique et émotionnel, l'identification, en termes de projection et d'introjection, l'idéalisation, par la captation de l'idéal du moi par les valeurs de l'organisation, le contrat narcissique, la mobilisation des mécanismes de défense, sont autant de processus psychiques qui favorisent l'attachement du sujet à l'organisation, vécu comme objet de désir et d'amour. Le réductionnisme sociologique et le réductionnisme psychologique mènent tous deux à des impasses. Les oppositions entre les explications psychologiques et les explications sociologiques sont vaines. C'est dans l'étayage réciproque entre processus psychiques et processus sociaux qu'il faut comprendre les comportements, les conflits ou les choix existentiels. Vivre dans une société paradoxante conduit à apprendre à affronter des exigences impossibles et à tenter de trouver du sens malgré tout. Toutes les fois qu'un phénomène social est directement expliqué par un phénomène psychique, on peut être assuré que l'explication est fausse. Mettre la pression à des étudiants, des salariés ou des enfants au nom de la performance, de l'exigence, ne produit ni émulation ni exaltation. Cela épuise, cela produit découragement, désespérance et désenchantement. En bloquant la communication par des messages paradoxaux, le pervers narcissique place le sujet dans l'impossibilité de fournir des réponses appropriées puisqu'il ne comprend pas la situation. Il s'épuise à trouver des solutions, lesquelles sont de toute façon inadaptées et quelle que soit sa résistance, ne peuvent éviter l'émergence de l'angoisse ou de la dépression. L'hyperactivité, l'absence de limites, l'élaboration de projets multiples, l'obsession de convaincre, le développement de capacités de persuasion infinies, la maîtrise d'un langage de vérité incontestable, l'exaltation du sentiment de toute puissance, autant de symptômes d'un comportement maniaque qui sont appréciés comme des qualités pour exercer le pouvoir dans les organisations hypermodernes et dans le monde politique. Nous assistons à l'émergence d'un individu nouveau, dont les manières d'être, de faire,
de ressentir diffère profondément de celle de ses prédécesseurs. La mondialisation de l'économie, la flexibilité généralisée, conjuguée à un bouleversement des technologies de la communication, au triomphe de la logique marchande et à l'éclatement de toutes les limites ayant jusque-là structuré la construction des identités individuelles, se répercute directement sur ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce dont nous souffrons. Apprendre à vivre dans une société paradoxante confronte les individus à des contradictions existentielles permanentes. Par exemple, se couler dans des modèles tout en affirmant sa singularité, être commun et hors du commun, conforme et original. Il faut se distinguer, sortir de l'ordinaire, se dépasser, se surpasser, tout en continuant à vivre au milieu de ses semblables, avec et comme eux. Gouverné de l'extérieur par des normes du système, l'individu voit son autonomie réduite à l'aune de son intégration dans les réseaux sociaux. La pensée dichotomique, noir ou blanc, méchant ou gentil, la polarisation, la dualité de la double contrainte, donne une situation dans laquelle une réponse positive à un message implique forcément une réponse négative à l'autre. Vous avez automatiquement tort dans tous les cas. Quelle que soit votre réponse, vous ne pouvez ni commenter ni résoudre le problème, ni en sortir, vous êtes piégé. Le sentiment d'impuissance acquise fait qu'on a le sentiment d'aucun échappatoire, que les barreaux invisibles de la prison sont bien réels. Lorsqu'il y a des jeux de manipulation, on est amené à croire qu'il n'y a pas d'autres options, mais on peut refuser les deux injonctions. La meilleure façon de jouer à ce jeu est de ne pas jouer ou de réinventer les règles. Gregory Bateson parle de l'histoire d'un maître spirituel qui tentait d'enseigner une leçon à ses disciples en tenant un bâton entre les mains. Le maître dit à ses élèves « Si vous dites que ce bâton est réel, je vous frapperai. Si vous dites que ce bâton n'est pas réel, je vous frapperai. Si vous ne dites rien, je vous frapperai. Donc vous perdez dans tous les cas. » Et c'est là où l'un des disciples se lève courageusement pour briser le bâton en deux. Alors quelles sont les solutions ? On pourrait dire identifier les signes de la double contrainte, en comprendre les intentions et les motivations, en général le pouvoir et le conservatoire, poser les limites, quitte à ne pas évoluer professionnellement dans ce contexte, clarifier les attentes, même changeantes, prioriser le soi et sa propre cohérence, identifier et valider les émotions des victimes. Non, c'est pas de la parano ou de la victimisation, la souffrance est légitime, ça évite le cynisme lié à la situation. Et documenter sans forcément argumenter, ça ne sert à rien évidemment face à la verticalité. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, clique un petit Wookie ou un petit Darky et abonne-toi, jeune ostéopadawan.